Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Samedi dernier, la Société marocaine de médecine d'urgence a tenu à Marrakech la 7e édition de son congrès international, l'occasion de dresser un état des lieux de cette spécialité au Maroc, mais aussi de faire des plaidoyers pour l'amélioration de ce secteur. Au cœur de cette rencontre, le séisme qui a secoué et endeuillé le Maroc dernièrement, mais aussi les grands événements sportifs que le Maroc s'apprête à accueillir dans les années à venir, la CAN 2025 et le mondial de football en 2030. Les services d'urgence sont l'un des principaux piliers de tout système de santé, des services qui souffrent malheureusement de nombreux dysfonctionnements dans notre pays, dont un déficit chronique en ressources humaines et une qualité de prise en charge qui laisse à désirer. Selon un rapport du ministère de la Santé, le Royaume ne comptait en 2020 que 39 structures d'urgence médicale de proximité réparties de manière inégale entre les différentes régions. Pour revenir sur les axes débattus lors de ce 7e congrès de la médecine d'urgence, sur l'état de nos services d'urgence et sur les recommandations émises par les professionnels pour leur amélioration, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Bouchra Armel, spécialiste en médecine d'urgence, on dit aussi urgentologue et vice-présidente de la Société marocaine de médecine d'urgence. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est moi. Alors, professeur, on va commencer par ce 7e congrès. Sur quoi il a porté principalement les travaux? Est-ce qu'il y avait une thématique particulière? On voit là, non, c'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là, c'est la bonne affiche. Est-ce qu'il y avait une thématique particulière? Donc, le thème, c'était les essentiels en médecine d'urgence. C'est le thème principal. Alors, exactement. Quel diagnostic peut-on faire aujourd'hui de la médecine d'urgence au Maroc? On a des idées préconçues d'après ce qu'on constate, d'après ce qu'on voit. Pour les citoyens, la médecine d'urgence se porte mal, parce que d'après des expériences personnelles, de famille, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que le diagnostic est aussi négatif qu'on le ressent, ou qu'on le voit, ou qu'on le vit? Malheureusement, la médecine d'urgence au Maroc, elle est toujours dans le stade embryonnaire. Ça fait 20 ans que la médecine d'urgence, on commence à en parler dans les médias, dans les coulisses des ministères de tutelle, mais sur le terrain, on sent toujours que le citoyen n'est pas satisfait, les professionnels de la santé, les professionnels des urgences ne sont pas aussi satisfaits. Oui. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer les services des urgences. Il y a un paradoxe, parce qu'on a remarqué que lors du séisme qui a endeuillé le Maroc et le Grand Atlas, la prise en charge d'urgence par les médecins était exemplaire. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les plus de 6 millions de patients qui se rendent annuellement aux urgences hospitalières. Pourquoi? Pourquoi ce décalage? On voit, ils étaient sur le terrain, ils étaient réactifs, ils étaient beaucoup de compétences, mais ce n'est pas le cas dans les structures hospitalières. Effectivement, lors du séisme de l'Haouz, les hôpitaux, que ce soit de Marrakech, Agadir ou Taroudant, il y avait une prise en charge exemplaire. Exactement, il y avait une prise en charge exemplaire des malades. Sur les terrains aussi, il y avait au début la prise en charge par nos hôpitaux mobiles militaires qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et après, avec la collaboration du ministère de la Santé, il y avait aussi des médecins, des infirmiers qui étaient sur place pour prendre en charge les victimes. Au cours de la Covid aussi, nos services des urgences ont fait preuve de leur efficacité. C'était un exemple à l'échelle internationale, mondiale. Mais comme vous avez dit, le quotidien, oui, ce n'est pas le cas. Parce que les services des urgences connaissent beaucoup de problèmes que le ministère de tutelle est en train de résoudre, mais ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de collaboration et beaucoup de bonne volonté. Justement, est-ce qu'il y a déjà un protocole standard et généralisé de prise en charge des malades qui ont besoin de soins d'urgence, des victimes traumatisées, femmes enceintes, enfants? Est-ce qu'il y a un protocole qu'on suit et qui est le même? Les services des urgences connaissent plusieurs pathologies, donc il n'y a pas une seule pathologie pour faire un seul protocole. Donc par exemple, on a des protocoles pour les traumatisés graves, on a un protocole pour la transfusion massive des patients victimes de traumatismes graves. Et c'est le travail des sociétés savantes, c'est de protocoliser la prise en charge au niveau des services des urgences. Oui. Mais ça commence à apparaître dans certaines structures des urgences, mais pas tous malheureusement. Oui. Avant d'aller dans le détail des failles, des défaillances, des limites, de dysfonctionnement, il y a une question. On parle des services d'urgence, comment avoir des services d'urgence à la hauteur, des services d'urgence de qualité.
Est-ce qu'on peut avoir des services d'urgence en bonne santé dans un système de soins qui lui-même de santé lui-même est défaillant? Parce que c'est à l'image de tous les systèmes, ou est-ce que la problématique est beaucoup plus exacerbée, à votre avis, quand il s'agit de la médecine d'urgence, beaucoup plus que les autres volets du système de santé? La médecine d'urgence, pourquoi on voit ces anomalies? Parce que toutes les failles au niveau des différentes structures se rassemblent au niveau des services des urgences. Oui. Si on a des anomalies en pré-hospitalier, c'est-à-dire si on n'a pas une prise en charge des victimes sur les lieux de l'accident, par exemple, le malade va arriver instable, grave au niveau des services des urgences. Sa famille, ses proches vont pas être satisfaits de cette prise en charge hospitalière, donc ils vont pas être satisfaits à l'intérieur de l'hôpital. C'est les structures, les services de soins primaires, c'est-à-dire les centres de santé, les hôpitaux de proximité, n'ont pas les moyens de prendre en charge le patient. Donc celui-là va arriver aux urgences non satisfait. Les services des urgences, c'est des services qui travaillent 24 sur 24, jours fériés, nuit, 24 sur 24. Donc, si un service, par exemple, ne travaille pas parce que c'est un jour férié ou bien le week-end, le malade, il va directement aux urgences. Donc, il y aura sûrement un encombrement, une congestion des services d'urgence associés aux défaillances, que ce soit humaines et matérielles. Oui. Donc, ça aggrave la situation. Est-ce qu'il y a, justement en parlant de ressources humaines, est-ce qu'on forme assez de médecins urgentistes? Parce que souvent, dans les services d'urgence, pas que dans les hôpitaux publics, mais même dans des cliniques privées, quand on va le soir pour un problème ou un autre, on trouve des médecins généralistes. Est-ce qu'on forme assez d'urgentistes? Jusqu'à maintenant, on ne forme pas assez de médecins urgentistes. Au niveau des services des urgences de tout le royaume, c'est des médecins généralistes qui ont donné beaucoup pour que ces services marchent, mais ils n'ont pas eu suffisamment de formation continue pour qu'ils puissent assurer leur rôle. Les médecins urgentistes, on voit que les jeunes, dernièrement, ne veulent pas faire ces spécialités. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est une spécialité qui est pénible, c'est un travail de jour et de nuit, c'est un travail où il n'y a pas un vrai plan de carrière. Le médecin n'envisage pas qu'à l'âge de 50 ans, 60 ans, va encore faire des gardes aux urgences. Oui, parce qu'il ne peut pas avoir un cabinet privé. Exactement. Il a le même salaire qu'un médecin qui fait que les horaires normaux. Donc, il n'y a pas de motivation ni matérielle, ni scientifique. Un médecin, au niveau des services des urgences, même s'il est motivé pour donner, même s'il est motivé pour se former, les formations sont toutes payantes. D'accord ? Et même s'il veut payer cette formation, vu le manque d'effectifs au niveau des urgences, il n'aura pas l'autorisation pour aller faire sa formation. Oui. Donc c'est normal. Ça décourage au bout d'un moment, il baisse les bras et on... Exactement. Oui. C'est pour ça qu'on plaidoye pour une motivation des jeunes à faire cette spécialité. Parce que comme vous savez, les services des urgences constituent la vitrine du système de santé. Les systèmes de santé internationaux sont cotés par la qualité de la prise en charge de leurs citoyens au niveau des services des urgences. Parce que souvent, même pour les étrangers, parce que vous avez parlé, c'est pas pour rien qu'on a parlé de la CAN ou bien du mondial, qui est un événement planétaire. Exactement. Parce que c'est des milliers, voire des millions de touristes qui vont venir. Et c'est le premier contact qu'ils ont avec le service de santé, c'est les urgences. Ils vont aux urgences directement. Exactement. D'où l'intérêt, c'est l'image du pays aussi, mais aussi pour les citoyens Marocains. Principalement. Mais il y a aussi ça, quand vous dites que... Alors, vous avez, votre société, ou association société, plaide pour une restructuration totale des services et une mise à niveau de leur fonctionnement et attribution. Vous relevez également un problème de la gestion des délais d'intervention des différentes parties prenantes. Et là, vous n'êtes pas les seuls, justement, parce qu'il n'y a pas... On pense directement aux médecins, mais il n'y a pas que les médecins, parce qu'il y a la protection civile, il y a le SAMU. Est-ce qu'il y a un problème de coordination? Comment ça se passe avec ces services? Exactement. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une vraie communication entre les différents intervenants en matière d'urgence. Par exemple, si on prend le pré-hospitalier, c'est-à-dire si un citoyen fait un accident quelque part, c'est la protection civile qui a le droit, sur le plan législatif, de prendre cette victime et l'amener à l'hôpital. Donc ça va être l'hôpital le plus proche. À l'hôpital le plus proche. Alors, si c'est le SAMU qui va prendre la relève, normalement, il y a des équipes qui sont médicalisées, formées de la prise en charge préhospitalière, qui vont ramener ce patient vers la structure la plus adaptée et pas la plus proche. Et au cours du transport, il y aura une prise en charge correcte. Justement, vous parlez au cours du transport. Souvent, ces véhicules ne sont pas toujours équipés. On va donner des exemples comme ça. Est-ce qu'il y a
des défibrillateurs, des bouteilles d'oxygène, un réanimateur ou un infirmier au bord de saison. Ce n'est pas toujours le cas. Et le temps joue quand le pronostic vital est là. Est là. Oui, c'est pour ça qu'on plaide pour une prise en charge préhospitalière de nos citoyens. C'est-à-dire qu'on doit avoir un numéro national unique où tous les citoyens, soit le 15 qui est maintenant pour la protection civile, ou bien le 141 qui est un numéro attribué au SAMU. Donc on doit avoir un seul numéro national où tout citoyen, tout touriste, n'importe quelle personne qui a un problème, accident de la voie publique, qui a vu une catastrophe ou quelque chose comme ça, va alerter la régulation médicale. C'est elle qui va essayer de donner des conseils parce que parfois, il y a des patients qui n'ont pas besoin d'une consultation au niveau des services d'urgence. Ils ont besoin juste d'un conseil. La régulation médicale peut faire ça sans que la personne se déplace jusqu'à l'hôpital. Oui. En plus, une fois la régulation médicale est avisée via un numéro unique, il va envoyer les moyens nécessaires. C'est-à-dire, si un patient nécessite juste un transfert vers l'hôpital, il va envoyer une ambulance adaptée. Si un patient, il s'agit d'un polytraumatisé, un traumatisé grave, un accident de la voie publique, il va envoyer une équipe médicale ou infirmière avec le matériel nécessaire. Et c'est les choses dont on a besoin prochainement. C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué ou pas compliqué d'avoir parce que il suffit pas d'un numéro, parce que derrière il y a toute une coordination, des plateformes à mettre en place. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de numéro pour les urgences. Voire plus, parce qu'il y a aussi les ambulances privées. Oui. Vous avez une assurance, vous avez un numéro, ils vous disent, chaque fois que vous avez un problème, appelez ce numéro, mais cette ambulance qui va arriver, est-ce qu'il a les moyens pour vous apporter les soins nécessaires? Quand on parle de problèmes de dysfonctionnement du système de santé de façon générale, est-ce que ça explique en partie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de médecins urgentistes, il y a un problème dans la capacité litière, mais aussi il y a un encombrement qui, des fois, ne devrait pas avoir lieu. Parce que vous m'avez dit que des fois, il y a des gens qui viennent aux urgences, alors qu'ils ne devraient pas, en fait, venir aux urgences. Exactement. Mais ils viennent aux urgences parce qu'il y a un problème dans le système de santé. Exactement. Pourquoi ils viennent aux urgences directement? Comme j'ai dit tout à l'heure, le service des urgences, elle dépend de l'amont et de l'aval. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'arriver aux urgences, les établissements de soins de santé primaires doivent être aptes à prendre en charge tous les citoyens qui ont besoin d'une prise en charge non très urgente. Et les patients qui sont aux urgences doivent trouver rapidement des lits d'aval pour ne pas encombrer les services d'urgence. Et au sein des services des urgences, pour mieux prendre en charge ces patients, ils doivent trouver un personnel suffisant en nombre, médical et infirmier. Ils doivent trouver un personnel qualifié qui va le prendre en charge. Ils doivent trouver un plateau technique adapté. Ce n'est pas normal qu'un patient se déplace aux urgences et va lui dire que le scanner ne marche pas. Ça va créer des problèmes et ça va prolonger la durée de séjour de ce patient au niveau des services des urgences. Oui. Donc le service des urgences dépend de plusieurs organismes aux alentours. Et puis est-ce que ce n'est pas, donc, d'après ce que je comprends, ce n'est pas qu'un problème de moyens, c'est aussi un problème de vision et d'organisation et de refonte. Exact. C'est pas que les moyens. On sait que ça demande, la santé demande beaucoup de moyens, mais d'après ma vision, c'est un problème en premier de ressources humaines, oui, en nombre et en qualification, mais aussi de gestion, d'organisation et surtout de communication en impliquant les actions de l'urgence, oui, dans la prise de décision. Exactement. Là, on a parlé, quand on parle, c'est comme si on parle un peu des CHU, Rabat, Casablanca. On n'a pas encore parlé des régions, oui, enclavées. Parce que là, j'ai vu quelque part écrit que le délai, le temps pour la prise en charge, c'est 20, 30, 40 minutes. Mais là, c'est qu'on est à Rabat et qu'on est à quelques kilomètres d'Avicenne. Mais qu'en est-il pour les régions enclavées où il n'y a même pas de centre de santé? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces cas? On sait qu'il y a encore des femmes qui meurent en couche alors qu'elles peuvent être sauvées, des enfants qui meurent, enfin, qui soient piqués par un scorpion ou bien de fièvre. Qu'est-ce qui est prévu? Vous, je suis sûre que vous avez eu des réunions, des débats, oui, pour ces régions enclavées qui constituent quand même la majorité.
Exactement. Donc, en matière de structure, en général, le ministère de la Santé a vraiment fait un énorme travail dans la construction de plusieurs hôpitaux de proximité, de centres de santé, de maisons d'accouchement pour pouvoir gérer ces situations. Mais à notre niveau, en tant que société savante, notre objectif principal, c'est la formation en matière de secourisme, notamment avec les catastrophes naturelles qu'on est en train de voir, les événements sportifs qui vont se produire dans notre pays. Donc, l'objectif principal est de former le maximum de la population. Le grand public, il doit être formé au premier secours. Qui alerter et comment apporter les premiers secours. C'est comme ça qu'on peut peut-être diminuer la gravité de tout ce qui se passe en pré-hospitalier avant l'arrivée à l'hôpital. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer, moi je reviens toujours à cet exemple, à ce cas du séisme de Haouz, parce que là on n'était pas dans des structures hospitalières normales, parce que ce soit les secours qui ont été apportés sur le terrain, que ce soit les hôpitaux militaires ou autres qui ont été installés, parce que les professionnels étaient sur place. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un problème aussi de structure et de fonctionnement administratif de nos structures hospitalières, des hôpitaux publics, des CHU? Parce que là, il y avait la pression. Donc, au moment de pression, on a vu les gens font bien leur métier. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Mais là, quelqu'un qui a été sauvé lors du séisme peut ne pas l'être alors qu'il est à Rabat. Est-ce que c'est la lourdeur administrative aussi ou la structure? C'est l'information du citoyen. Le citoyen doit être formé des procédures à suivre dans toutes les situations. Il doit savoir qu'en cas de n'importe quelle pathologie, qui contacter en premier et le circuit à suivre. Il doit avoir toutes les informations sur son statut côté assurance, couverture médicale. D'accord ? Ces informations vont l'aider à être pris en charge rapidement lorsqu'il accède aux hôpitaux. Parce que là, pour le séisme de Haouz, pour revenir à cet exemple, les gens ont été soignés gratuitement. Il n'y a pas toutes ces tracasseries administratives. En fait, c'est ça qui alourdit, c'est ça qui fait que des gens ne sont pas pris en charge à temps. Mais là, les prioritaires sont soignés. Sur le plan, même les traumatismes psychiques. Dans le quotidien, c'est différent. Lors d'une catastrophe naturelle, la plupart des patients, c'est des patients traumatisés, que ce soit traumatisme physique ou bien les traumatisés psychiques. Mais dans les situations normales, tout venant aux urgences peut être un malade qui est très urgent, comme ça peut être juste une urgence ressentie par le patient. C'est ça. Donc, le citoyen ne fait pas encore la différence. Pour lui, attendre 2 à 3 heures au niveau d'un service des urgences, ce n'est pas normal. Qu'un autre patient qui vient après lui passe avant, ce n'est pas normal. Donc, nous, en tant que professionnels de la santé, on doit aussi informer les citoyens qu'au niveau des services des urgences, il y a des patients qui passent en premier parce que leur état est plus grave et qu'eux, ils vont attendre un peu plus. Mais si le patient est informé dès le début, je crois qu'il ne sera pas mécontent de la prise en charge. Je crois aussi un problème de communication au sein de nos services des urgences. De sensibilisation aussi des citoyens. Alors, on va finir. Il y a ce numéro national unique. Vous avez insisté là-dessus lors de ce 7e congrès. Est-ce qu'il y a des actions concrètes? Vous avez exercé pendant des années la spécialité d'urgentologue. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent, qui ne nécessitent pas forcément une restructuration et des réflexes qu'on peut adopter pour améliorer la prise en charge dans les urgences? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà la protection civile qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de recul. Il y a le SAMU qui est là au Maroc depuis à peu près, je crois, 2013, qui sont là, qui commencent à avoir de l'expérience. Donc, il faut une communication entre les différents organismes. Le numéro, ce n'est pas quelque chose de difficile. Donc, il y a le 15, il y a le 141, donc ils peuvent se mettre d'accord sur un numéro. Ce numéro va réguler tous les problèmes, c'est-à-dire tous les besoins du citoyen. Ça va éviter les encombrements. Et ça va éviter les encombrements. Et c'est à la régulation, au médecin régulateur, de décider qui va sortir,
et c'est une ambulance de protection civile, et c'est une ambulance de SAMU, et c'est une ambulance privée avec le partenariat. Il faut impliquer les services privés dans le partenariat public-privé parce qu'ils ont aussi beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup d'ambulances, ils peuvent aider le citoyen. Donc il faut surtout de la coordination et de la communication et la formation continue. La formation pour les médecins, la formation d'urgentistes, mais il y a aussi pour les infirmiers ou les aides-soignants, parce que c'est des gens qui arrivent aux urgences, c'est des gens qui sont traumatisés en état d'urgence. Il y a aussi cette approche humanitaire, psychologique, des fois même pour rassurer la famille, qu'on ne trouve pas, qui manque. Oui, parce que quand... Pardon ? Oui, pardon. Non, oui. C'est ce que je voulais Donc, dire. au niveau des services d'urgence, il n'y a pas que le médecin. Oui. Il y a aussi, bien sûr, le médecin, il y a l'infirmier, il y a les auxiliaires, les brancardiers, Exactement. les femmes de ménage. Toutes ces personnes qui travaillent dans les services d'urgence doivent être aptes à gérer les situations d'urgence, les afflux massifs. Ils doivent apprendre les compétences techniques, mais aussi ils doivent apprendre les compétences non techniques, de gestion, de communication, de travail d'équipe. C'est des choses qui manquent beaucoup dans notre formation. Oui, parce que des fois, juste l'accueil des familles ou l'accueil de la personne peut vraiment peut tout changer et faire la différence. Et ça ne demande pas d'argent, ça demande juste une prise de conscience et des compétences qu'on vous dit à apprendre. Exactement, parce qu'au niveau de chaque hôpital, surtout dans les situations de crise, le séisme ou autre, il y a des cellules qui doivent être composées, pas seulement des cellules pour donner des soins aux patients, mais aussi pour communiquer avec la famille, pour communiquer avec les médias. C'est très important dans la gestion des crises. Il faut former tous les intervenants en matière d'urgence. Oui, et puis tous les citoyens sont égaux, parce que souvent aux urgences, on voit qu'il y a un peu de discrimination, des personnes défavorisées arrivent, ils ne sont pas accueillis. C'est des choses comme ça, des qualités humaines qu'il faut avoir. Les qualités humaines, mais au niveau des services d'urgence, surtout, il faut savoir évaluer la gravité. Parce que celui qui est grave, c'est lui qui passe en premier. Absolument. Et les autres doivent être informés. Il doit y avoir quelqu'un qui va communiquer avec eux pour leur dire que vous allez passer, mais pas en premier. Ça aide le patient à soulager sa souffrance aussi. Merci beaucoup, professeur. On espère que ce numéro unique, national unique verra le jour le plus tôt possible. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre mission qui n'est pas du tout facile. Je rappelle, professeur Bouchra Armel, que vous êtes spécialiste en médecine d'urgence et vice-présidente de la Société marocaine de médecine d'urgence. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.